Hein. Bonjour Canimet. Bonjour Julien. Écoute, merci d'être là aujourd'hui pour ce live. Ce live où on va parler de Légion étrangère et de leadership. Donc, Canimet, pour te présenter rapidement, toi, tu as parcouru 6619 km pour coacher les managers français parce que tu es originaire d'un pays qui s'appelle le Kyrgyzstan, qui se trouve exactement entre le Kazakhstan et la Chine. C'est un pays montagneux avec, je crois, des sommets qui culminent à 7000 mètres. Plus de 7000, Euh, c'est ça, en Asie centrale. Incroyable. Et en fait, tu es arrivé en France il y a quelques années maintenant parce que tu as rejoint la Légion étrangère française. Et tu étais parachutiste, tu étais au 2e régiment étranger parachutiste de Calvi, donc un régiment prestigieux. Euh, et aujourd'hui, tu es coach certifié, tu es coach en management, en leadership, et tu accompagnes les pros dans leur reconversion ou dans plutôt leur chemin de vie, disons, puisque toi, c'est un sujet quand même que tu connais. Donc, si tu veux bien, aujourd'hui, là, pendant 30 minutes, c'est qu'on parle ensemble de leadership et qu'on explore ensemble la notion de ce qu'être un chef, puisque toi, tu as été commandé, mais tu as aussi commandé avant la Légion, puis à la Légion, puisque tu étais chef d'équipe, et maintenant tu aides les gens à commander ou à manager ou à même s'auto-manager. Ouais, C'est bien ça? oui, exactement. Ok. Donc toi, Canimet, tu étais au 2e régiment étranger parachutiste. C'est un régiment qui est prestigieux, qui se trouve à Calvi. Tu as fait différentes missions. Tu as fait le Mali déjà, il me semble. Ouais. Ouais. Mali, C'est quoi un peu Centrafrique, les deux, Centrafrique aussi? ouais. D'abord Centrafrique, donc deux OPEX, Mali, Centrafrique et MCD, Gabon, Libreville et Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi. D'accord, ouais, donc tu as beaucoup bougé. C'est quoi un peu les temps forts parce que j'imagine que quand tu viens du Kyrgyzstan, que tu arrives à la Légion étrangère en France, dans un pays dont tu parles pas la langue, il doit y avoir des moments marquants. Ouais, là, quand je suis arrivé, où tu parles de moment de passage, enfin, de parcours. Comme tu veux, l'un ou l'autre. Oui, je pense que ouais, ça vient de l'Asie centrale. Donc, au départ, je n'avais pas l'idée de venir à la Légion. En tout cas, je n'avais pas ce projet. Mais il y a eu, donc, ça a commencé. Donc, j'ai fait 4 ans d'école militaire. Je suis officier au Kyrgyzstan, de l'armée du Kyrgyzstan. Donc, au bout de 2, 3 ans, donc, il y a eu un changement dans mon poste. Et puis là, ça a commencé le cogito, je me pose plein de questions parce que je ne trouvais pas. D'ailleurs, c'est lié par rapport au management. Tu vois, le Hmm. manager, donc DRH, qui m'ont muté dans un poste que je détestais. Et je me suis dit, non, ça ne va pas être comme ça. Je dois monter, rester sur le terrain, d'être en commandant d'unité, etc. Donc, parce que j'étais adjoint de commandant d'unité. Et je commence à me poser des questions. Et là, je rencontre un gars, oui, un ami, un camarade de classe, qui me parle de la Légion étrangère. C'est là que la première question que je me pose, ok, est-ce que c'est la Légion, etc. Je me prépare, j'arrive en France, donc fin 2011, et déjà, en soi, ce parcours, pour moi, donc, ce temps, cette transition a été très, très marquante, tu vois, parce que la vie change, tu vois, entre, ok, tu restes dans ta vie pro-perso un peu confortable. Je n'ai jamais voyagé à l'étranger, je ne parle pas ni le français ni l'anglais, mais j'ai on va dire, une carrière plus ou moins préparée et Tracé. tu vois, ouais, exactement tracée. Et sauf qu'il y a ce changement qui me pousse de me poser des questions, qu'est-ce que je fais? Et donc, j'arrive à la Légion. euh, il fallait que, dans un premier temps, je me dise que j'étais, ça va peut-être toucher aussi le sujet de management. Donc je suis officier au Kyrgyzstan et je vais arriver à la Légion. Je sais que même si tu es un général chez toi, tu vas recommencer de zéro à la Légion. Hmm. Tu vas être un soldat de base. Donc c'est ça ce qu'il fallait assumer et de se dire, OK,
il y aura des gens, peut-être plus jeunes que toi, mais qui vont te commander parce ils sont arrivés avant toi. Donc ça, et donc oui, je me suis dit: «OK, c'est OK». Ensuite, oui, un autre pays, une autre armée, autre expérience que je ne connaissais pas, je ne connais pas du tout. Mais bien sûr, je me suis renseigné et arrivé sur place, bien sûr, il y a eu plein de choses, mais le premier temps fort, je dirais, c'est cette transition. Mmh. Mmh, tu m'étonnes. Ouais, parce que en plus tu parlais pas français, tu te retrouves, au début à commander des gens et là à être 100 commandé. Est-ce que tu as vu une différence dans la façon avec laquelle on conçoit le management ou le commandement entre, le Kirghizistan et la France, par exemple? La France à la Légion, ouais, déjà à l'école militaire, pendant 4 ans, on nous a comment martelé nos chefs, nos professeurs, enfin, ce sont aussi des officiers, des colonels, des commandants, que nous sommes officiers et c'est nous qui allons commander les soldats. Nous sommes en gros, en fait, responsables pour la vie de nos subordonnés, de nos soldats. De cette manière qu'on nous a préparés mentalement. Arrivé sur place, j'avais 21 ans et j'ai 60, à peu près 60 personnes. Je suis adjoint de commandant d'unité. Mon commandant d'unité, il m'a dit, OK, il était ancien déjà, ça faisait 5 ans qu'il commandait. Et il me disait, c'est toi le chef, c'est toi le chef, c'est toi le boss. Moi, je me repose. Vas-y, feu. Sauf qu'il y avait parmi donc 60 personnes, donc à peu près 25-30 personnes, ce sont des sous-contrats. Des gens sous contrat, des gens qui ont plus âgés, beaucoup plus âgés que moi. J'ai 21 ans. Et il y a par exemple, il y avait de sergents-chefs adjudants qui avaient, ils avaient les enfants en fait à mon âge, tu vois. Ils avaient Mmh. participé à des conflits liés il y a une dizaine d'années avec les pays frontaliers. Et ils ont fait aussi service à l'époque du URSS, quand l'armée c'était vraiment compliqué et dur. Donc ça, c'était la première expérience. Donc la différence avec la Légion, euh, c'était plutôt la différence de ma vision, c'est-à-dire mon apprentissage. C'est-à-dire, OK, j'arrive, je commande après l'école militaire, je suis le chef, on va dire, le chef, c'est moi qui parle, et toi, ferme ta gueule, tu écoutes. En gros, c'était comme ça qu'on nous a Mmh. formés. Et moi, j'ai suivi ces méthodes. Avec le temps, je sentais que ça ne marchait pas trop bien. Mais de l'autre côté, mais de l'autre côté, ce qui m'a aidé, l'exemplarité. Donc, à l'école, on nous a toujours dit, OK, vous êtes exemplaire. Donc, dans un premier temps, vous montrez comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, et vous le faites vous-même, et par la suite, vous demandez. Ça, j'ai appliqué parfaitement bien, mais de l'autre côté un peu autoritaire qui n'était pas bon, là, j'ai su, j'ai appris de cela seulement quand je suis arrivé à la Légion. Mmh. Donc, j'avais pas ce recul sur le terrain. Donc, j'arrive à la Légion, je suis soldat de base, je parle pas, et en face de moi, tu as 140 différentes nationalités qui viennent de différents pays et qui sont chefs. Tu as des caporaux, caporal-chefs, les adjudants, chefs de section, commandants d'unité, les colonels, bien sûr. Les officiers, à peu près 80% des officiers, ce sont des Français. C'est français. Ouais. Et après, moi, je restais sur le terrain avec les chefs étrangers, les caporaux, caporal-chefs, les adjudants. Ce sont des étrangers, les légionnaires qui sont devenus chefs, tu vois. Est-ce que tu as remarqué j'en profite là pour te poser cette question. Est-ce que tu as remarqué que certaines nationalités ou, étaient de meilleurs chefs que d'autres? Non, je pense pas. C'était plutôt les personnalités pour moi. Mmh. Les OK. personnalités. Plutôt l'éducation, la culture. Bien sûr, par exemple, les Japonais, ils étaient bons subordonnés, bons exécuteurs. Les Ah, intéressant. Japonais, vraiment, par exemple, ils avaient une culture, mais tellement. Je pense qu'ils étaient. Enfin, c'est pas que je pense, je les voyais des bons éléments à la Légion. Ils arrivent, le chef dit quelque chose, les Japonais, OK, hop, il reçoit le message, il l'exécute. Il rend compte, donc, un soldat parfait, tu vois. Mmh. Hyper intéressant.
Ouais. Et après, tu avais, en termes de management des Japonais, j'ai pas vu, mais plutôt manager. Voilà. Et après, donc je ne peux pas dire en fonction des nationalités, c'est plutôt personnalité. Plus les gens étaient. Moi, j'ai repéré trois points des bons, on va dire, de bons leaders, bons managers. Le premier point, c'est ceux qui sont impliqués eux-mêmes par leur travail. Ils aiment Mmh. ce qu'ils font. Ils apprennent euh, quotidiennement, tout le temps, de manière continue. Et on voit que ce sont des gens à leur place. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, ils aiment bien la Légion, ils apprennent toujours, euh, ils continuent à évoluer et ils arrivent une demi-heure ou un quart d'heure avant tout le monde. Ils ont impliqué vraiment au travail. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, côté personnel, bienveillance, je sais pas, côté un peu, tu vois, même s'ils sont chefs, ils te font pas ressentir que tu es subordonné alors que c'est lui qui est chef, tu vois. Il Mmh. arrive, dans un premier temps, avant de parler de statut, de hiérarchie, il te considère comme un être humain. En tout cas, Mmh. il dit pas oralement, mais il te fait ressentir. Il compte avec son regard, parole, Mmh. écoute, la En considération, tu vois. Ouais, je vois. En coaching, on dirait qu'il est, en position de vie plus, plus. C'est ça, en C'est ça? position de vivre, c'est ça, égal, quoi. C'est pas Mmh. moi le chef, c'est pas moi qui t'avais à apprendre. En fait, on est égaux, mais le côté, bien sûr, compétence, le côté rôle sont différents. Tu vois, comme Mmh. si ouais, il y a cette dissociation entre l'humain et les compétences. OK. OK, super. OK. Donc implication, bienveillance et le troisième sujet, le Et le, troisième point troi- que tu as remarqué? et le troisième point, c'est le côté mode de fonctionnement. C'est lié au rôle, c'est-à-dire, OK, moi je fais ça, toi tu fais ça, j'attends de toi un 2 3 4. Donc côté, tu vois, mode de fonctionnement, communication, qu'est-ce que tu vas faire? C'est plutôt en fait mode de fonctionnement où il y a la communication, la relation, les rôles. Donc il t'explique, OK, des points Est-ce que par point. tu veux dire qu'il fait preuve de pédagogie ou tu veux dire qu'il est hyper organisé, ou qu'il arrive à bien transmettre, les ordres ou, les consignes? Il y en a un peu de tout, côté pédagogie, la transmission de messages, la communication. Mais dans un premier temps, il arrive à ouais, à te faire comprendre qu'est-ce que lui, il va faire, bien sûr. Donc, il se présente, enfin, il présente, on va dire, la mission et il t'explique qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que nous, en termes d'équipe ou section, on va faire ensemble et le rôle de chacun, la mission de chacun et le mode de communication, le mode de fonctionnement dans différents Mmh. cas. Il t'explique bien, on va dire, la mission, les stratégies, les rôles de chacun et les différents cas de figure en fonction du terrain. Je sais pas si c'est un truc dont on te parle souvent, mais quand tu es un ancien militaire et que tu parles de management, heu, c'est souvent arrivé qu'on entende, que c'est plus facile de manager, dans l'armée que, dans le monde de l'entreprise. Parce que, il y a la notion de hiérarchie, parce qu'on est des soldats, parce qu'il y a la notion de mission, sacrée, qu'est-ce que tu en penses toi de ça? Tu penses que c'est plus facile de manager quand tu es à la Légion étrangère? Moi, je dirais oui et non. Oui, parce que c'est vrai que dans l'armée, c'est quelque part, ouais, donc quand tu arrives, quand tu es subordonné, tu dois écouter, exécuter ce qu'on te dit. D'accord? Donc, ça, c'est sur le papier, protocole, tu, euh, tu fais on te dit. Ça, c'est une chose, mais deuxième côté, parce que nous, on n'est pas. Ça, c'est le côté rôle, statut, d'accord? Mais un être humain, pour moi, c'est plus que statut, plus qu'un rôle, plus que compétence. Il a son cœur, ses émotions, ce sont des choses pas tangibles, mais ce sont des éléments assez forts. On est d'accord? Donc, ce Mmh. deuxième côté, plutôt côté, comme je disais tout à l'heure, côté empathie, bienveillance. Par exemple, un chef, admettons, il y a deux chefs militaires. Le premier, il arrive, ok, tu fais ça, 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 ça. Ok, j'attends ça, 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 ça. Il est clair, il est pédagogique, il sait bien son rôle, il explique sa mission, la mission de tout le monde, etc. Sauf que le côté, il est un peu trop, enfin, il fait ressentir à ses subordonnés comme si c'est lui qui bosse
Le reste doit exécuter et c'est tout. Comme si le reste c'était une machine ou juste des services pour lui, Mmh. tu vois. Alors que deuxième chef, il fait les mêmes choses, ok, il voit ici la mission, etc. Sauf qu'il est plutôt dans l'empathie, mais avec l'exigence quand même, tu vois. Ok, Mmh. Mmh. il a dit, ok, il explique la mission, vous êtes les bons soldats, on va dire, vous êtes des élites, ce que j'attends de vous, ça. Donc il arrive avec la considération, il valorise son équipe. Donc tu vois, et donc quand il y a ce côté, hum, le premier, le premier cas, chef, quand il part en mission, en cas de difficulté, le premier, ça ne va pas fonctionner. Donc ça va fonctionner le deuxième cas. Et dans le monde professionnel, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire, les gens, ils arrivent au travail, donc en fonction des hiérarchies, des RH ou chefs d'entreprise, donnent des missions à ses employés. Ils font leur mission ou pas. Mais il a quand même le côté pouvoir, le levier, on est d'accord. Donc il peut dire, vous faites ça ou pas, etc. Donc, Mmh. comme à l'armée, je pense que, deuxième côté, il peut aussi dire de différentes manières, comme en prenant en compte leurs avis, leurs opinions, et puis là, ça va marcher mieux, je crois. Donc, c'est difficile de dire, à répondre à tes questions. Moi, je répondrai de cette manière. Donc, euh, si on prend vraiment la vraie mission, le terrain hum, où les gens font leur job avec leur cœur, eh bien, je pense que non, c'est pas le bon C'est avis. c'est marrant parce que, tu vois, quand on pense à la Légion étrangère, c'est pas, la première idée qu'on se fait de se dire qu'il faut penser avec le cœur ou il faut considérer les émotions des personnes avec lesquelles on travaille. Quand on pense, Légion étrangère, on a un espèce d'idée, préconçue de, la Légion, c'est, des gros bourrins, qui sont capables de, marcher pendant des heures sans dormir, et qui, sont capables d'exécuter, tous les ordres possibles et inimaginables et en fait, toi, de ce que tu retiens en termes de management, en termes de leadership, c'est qu'il faut, heu, considérer cette dimension, émotionnelle de l'individu, en fait, dans la relation, de management. Comme tu as été dans une unité, assez prestigieuse, hein, même, on peut presque dire une unité d'élite, hein, le 2e rep, c'est, une unité d'élite, de l'armée française. Est-ce que qu'est-ce qui quelle est la compétence ou le l'apprentissage, la leçon que tu as tirée du 2e rep, qui te sert aujourd'hui dans ton quotidien en tant que coach, ou que tu partages le plus en coaching auprès de tes clients? Hum, la première idée qui arrive, ouais, dans mon esprit, il y en a plusieurs, mais la première, c'est que ça peut être un peu banal ou même répétitif, mais c'est l'essentiel. C'est lié aussi avec mon parcours, tu vois. Quand j'étais en Asie centrale, hum, je pensais, par exemple, je n'ai jamais voyagé à l'étranger, comme je disais tout à l'heure, je ne parle pas des langues étrangères, et je pensais que, par exemple, les légionnaires, ce sont des gens très forts. Enfin, ils sont beaucoup plus forts que moi, ils sont costauds, ils ont 1,80 m, alors que moi, je mesure 1,66 m, tu vois. Et je me suis jamais voyé comme en tant que candidat, même pas un légionnaire, tu vois. Et donc, quand mon camarade de classe m'a expliqué quels sont les critères, le mental, physique, la santé, etc., et je suis arrivé à la Légion, et je me suis rendu compte que moi aussi, j'étais capable de faire quelque chose. Tu vois, alors qu'avant, Mmh. avant de tester sur le terrain, avant de me challenger, moi-même, je me limitais, tu vois, en termes de capacité, en Mmh. termes de potentiel, etc. Donc, la première des choses, qu'est-ce que j'ai appris grâce au deuxième rep à la Légion étrangère, c'est que, tu vois, tu dors pas, tu manges pas et tu fais des missions extraordinaires. On fait des stages de survie dans la jungle gabonaise et on saute et puis on part en mission, etc. Et tout ça, je n'ai jamais imaginé que je pourrais faire ce genre de mission, alors que je l'ai fait, tu vois. Et aujourd'hui, ce Ah, que je... attends, j'ai un problème de son, Ganymede. Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends très bien. Alors attends, moi j'ai un problème de son. Pourquoi? Les aléas du direct.
Est-ce que tu peux parler pour voir si tu Ouais, m'entends? ouais. Tu m'entends? Bon, c'est les aléas du direct, hein, c'est mon casque qui s'est débranché, je sais pas pourquoi. Mais c'est bon, moi c'est ok, je t'entends, Kenny. Ok. On continue? Ouais, bien sûr. C'est le terrain qui commande. C'est ça, c'est le terrain qui, ouais, on s'adapte. Donc, c'est ça c'est quoi la force intérieure chez les gens? Donc, je me suis rendu compte que, que nous soyons asiatiques, européens ou peu importe de notre origine et de notre aussi background jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait? On a tous des forces à l'intérieur. Et donc, dans le cadre de coaching que j'ai fait, j'essaie de trouver. En tout cas, je sais que je suis complètement convaincu, même si je ne connais pas la personne, je sais qu'elle a quelque chose de fort chez lui et je creuse cela et on arrive à trouver ces éléments, ces éléments. Et donc, C'est hyper fort, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. C'est vrai que dans l'armée, enfin, je trouve que la grosse différence, enfin pas la différence, mais un point fort dans l'armée, c'est parfois c'est tellement dur qu'on va aller puiser dans nos ressources et le fait de puiser dans ces ressources fait qu'on prend conscience qu'on les a. Alors que dans le monde de l'entreprise, on n'a pas ce besoin d'aller, ou dans la vie même du quotidien, on n'a pas besoin d'aller puiser dans ces ressources et donc on ne sait pas forcément de quoi on est capable. Alors qu'en fait, comme tu l'as dit, le corps et l'esprit humain sont capables de faire des choses incroyables. exactement, ouais. Et, et pour ce deuxième point, tu as bien souligné que dans le monde professionnel, on n'arrive pas tout de suite, donc on ne fait pas des choses extraordinaires pour pouvoir euh, identifier les éléments forts ou les forces de chacun, tu vois. En revanche, aussi, ça c'est aussi l'éducation de l'armée. Aujourd'hui, j'utilise dans le cadre de mes coachings. Et quand nous, on arrive à la Légion, la première des choses, qu'est-ce qu'on nous dit? Apprenez le code d'honneur. Et dans le code d'honneur, il y a troisième article, si je ne me trompe pas, chaque, euh, enfin, le premier article chez les légionnaires, tu es un volontaire. Donc, soldat d'élite, troisième article. Soldat d'élite, tu t'entraînes avec rigueur, tu vois, etc., etc. Donc, la première des choses, imagine, Attends, je vais le regarder le code d'honneur et l'article numéro ouais, 3. On article va voir. numéro 3, non, même, non, 5, article 5, soldat d'élite, tu t'entraînes avec rigueur, tu entretiens ton arme comme ton bien le plus précieux, tu as le souci constant de ta forme physique. Tu vois, Hmm. imagine un soldat qui arrive, qui ne parle pas le français, il n'a aucune expérience, non seulement en France, mais aussi à la Légion, tu vois. Il n'est pas compétent. Il a aucune, enfin, il est zéro compétence dans ce nouveau monde. Tu vois, Hmm. il n'est même pas capable de, par exemple, de prendre ce stylo et déposer sur un autre bureau. Tu lui dis, tu l'expliques, il est incapable de faire ça. Pourtant, un point très très intéressant que la Légion, on te dit soldat d'élite. Tu vois, on t'a pas dit que tu vas devenir dans 3 ans soldat d'élite. Non, là maintenant, tu es un soldat d'élite. Tu vois, et on te Hmm. considère comme un soldat d'élite même si tu as zéro compétence, zéro expérience. Et quand on te dit ça, imagine quand tu arrives dans un pays étranger, tu ne connais pas, tu n'as rien. C'est vrai qu'on t'a dit, OK, oublie ton passé, mais on te dit, OK, soldat d'élite là, tout de suite, comment, normalement, si tu peux te projeter, quels sont tes ressentis, quelles sont ta perception? Oui, c'est galvanisant. Tu te sens, c'est vrai, tu te sens tout de suite porté par quelque chose, quoi. Exactement, c'est ça. Tu vois, soldat d'élite, et bien sûr, après, les exigences 1, 2, 3, 4, tu fais ça, tu t'entraînes, etc., etc. Et dans le monde professionnel, par exemple, quand tu as un nouvel employé qui arrive en entreprise, comment on considère de manière générale? Tu vois, quelle est notre vision vis-à-vis de en tout cas de la DRH ou des plus anciens, de managers, la vision sur cette personne qui vient d'arriver? Tu vois, même si cette personne a Hmm. ses expériences dans une autre entreprise, etc., quelle est la vision de manière générale? OK, nouveau arrivé, nouvelle arrivée, et tu vois, on monte un peu observatif, vision, voire parfois on a un peu de jugement, n'est-ce pas? Tu vois, enfin, sur cette personne. Donc, moi, j'ai essayé de transmettre cet état d'esprit, cette culture auprès des entreprises, en tout cas auprès
de mes clients avec qui je travaille, de considérer les gens, en tout cas leur dire, vous êtes embauché parce qu'on vous considère que vous êtes expert. Même ils ont peut-être même s'ils viennent de commencer le travail, voici d'ailleurs, euh, un exemple concret. Récemment, je travaille avec une cabinet d'expertise comptable et ça correspondait exactement bien à leur situation aussi. Donc, quand ils recrutent, ils disaient, OK, maintenant, désormais, ils vont dire, OK, vous êtes des experts dans ce domaine, au lieu de dire, OK, soldat d'élite, expert comptable, tout de suite, expert, vraiment, tu es expert, c'est pour ça qu'on te recrute. Et voici nos demandes, 1, 2, 3, 4. J'ai une question, Canimette. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être en train de chercher leur voie ou peut-être qui justement se demandent de quoi ils pourraient être capables de faire, comment on fait ou quelles seraient les questions qu'il faudrait se poser pour aller chercher justement ces ressources qu'on a à l'intérieur de soi? C'est quoi les questions que tu poses à tes clients pour aller chercher toutes leurs ressources? Toutes les ressources, pour moi, les ressources, ce sont des stratégies, les moyens, OK, les solutions qui te permettent d'atteindre quelque chose. C'est-à-dire qu'ils sont au service des ressources, au service de quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être, moi j'emploie souvent le mot mission, tu vois, mission de vie ou vocation. En toi, qu'est-ce que tu souhaites accomplir? La première des choses, ce que je pose comme question avant de parler des ressources, OK, où est-ce qu'on va? La direction, tu vois? Si dans un monde, par exemple, la première des questions que je pose, dans un monde idéal, si tout était bien, qu'est-ce que tu aimerais accomplir d'ici 5 10 ans? Admettons, tu as toutes les ressources, tu as toutes les compétences, tu as tout ce qu'il faut. OK, il se passerait quoi dans 5 10 ans? Et là, c'est pas facile. À la fois, la question est simple, mais pas facile de vraiment voir, identifier cette vision. Comme si, tu vois, on faisait le travail avec les entreprises, mais je fais aussi avec des individus. OK, on se projette sur 10 ans. Et donc ça, c'est la première des questions. Après, bien sûr, je creuse. Donc le travail, le gros travail, la première étape, c'est ça, l'identifier, la direction. Non seulement les réponses qui vont compter, après on creuse, est-ce que c'est vraiment, c'est ça ce qui te parle? Est-ce que tes valeurs Hmm. sont vraiment, en fait, ont besoin de cela ou pas, tu vois? Et on identifie la direction et par la suite, on creuse les ressources. D'accord, ça permet d'être sûr d'être aligné entre ses objectifs, sa vision, ses valeurs et ses Exactement. ressources. Oui, bien D'accord. sûr, ouais, ouais. Les ressources, c'est comme stratégie qui te permettent d'aller là où tu as identifié. Ah, c'est hyper intéressant. Toi, c'est en quelle année que tu as rejoint la Légion étrangère? Novembre 2011. C'était en 2011. Donc, il y a un peu plus de 10 ans, t'étais au Kyrgyzstan il y a un peu plus de 10 ans. Là, aujourd'hui, tu es coach et tu bosses avec des boîtes magnifiques hein, comme Ariane Space notamment. Euh, et toi, dans 10 ans, du coup, tu sais déjà où tu voudras être? En tout cas, oui, j'ai une vision. Ouais, j'ai une vision sur 10 ans qui vient. Je l'ai multiplié en deux phases. Donc, bien sûr, ça, c'est 10 ans, on peut dire qu'une vision. Même j'ai une vision sur 20 ans, tu vois. Ouais, Waouh. voilà, donc 20 ans sur la fin de carrière, comment est-ce que j'imagine que ça soit terminé? En tout cas, la vie est pro, tu vois. Et Hmm. ça, j'ai une vision qui me parle, qui me donne de l'énergie. Et bien sûr, après, j'ai divisé on va dire, vision, enfin, par étape. 10 5 ans, 3 ans, 1 an, 3 mois. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, t'as la big picture et tu l'as ramené à un truc très très concret, opérationnel à demain, quoi. C'est ça, en fait. De manière générale, oui, dans la vie quotidienne, par exemple, surtout les managers, même les chefs d'entreprise n'ont pas assez de temps, par exemple, pour se poser ces questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, en tout cas dans 10 20 ans. Et donc, moi, je fais à l'inverse. OK, je pars on va dire, de la fin vers aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir arriver à ce point? Ça me fait penser à un livre, je sais pas si tu l'as lu, de Stephen Covey, c'est les 7 habitudes de ceux qui réussissent ce qu'ils entreprennent, Oui, Seven Habits. Et c'est vrai qu'il prend aussi les choses dans ce sens-là, mais lui, il s'arrête pas, il part directement de la fin de la vie, quoi.
il propose même d'imaginer comment ce serait le jour de notre mort, quoi, de manière Ok. concrète, et se demander ce qu'on veut que les gens disent de nous à ce moment-là. Et de ça, il en découle en fait, lui, son plan de vie avec les différentes missions de vie qu'on a. C'est exactement ce que tu dis finalement. Donc Ouais. c'est assez cohérent. Mais il y a un truc, moi, une question qui me vient, c'est, tu vois, celui que tu es aujourd'hui, est-ce que tu aurais pu l'imaginer quand tu as pris l'avion, quand tu étais au Kyrgyzstan, que tu allais t'engager dans la Légion étrangère? Est-ce que tu t'es imaginé une seule seconde que dans ta vie, tu allais un jour coacher et patron d'Ariane Space, quoi? Non, non, moi je connaissais même pas la société Arianespace, si tu veux, et je ne connaissais pas, même pas du tout qu'est-ce que c'est le coaching, tu vois, que ça existe ce genre de métier. Même à la Légion, je ne connaissais pas, j'ai appris vers la fin de ma reconversion. Non, pas du tout, mais qu'est-ce que j'avais dans c'est une question assez pertinente. Euh, on peut avoir une vision, mais sur le terrain, ça peut être complètement différent. Et si on me parle on me pose la question de ma vision, moins 10 ans, voire 15 ans, 20 ans, eh bien, je ne voyais pas, je n'avais pas cette vision. Même partir à l'étranger, oui. Par exemple, je pense que c'est toujours lié à notre enfance, tu vois. Quand j'étais petit, par exemple, quand je marchais à l'école, tout à l'heure, tu parlais de montagnes qui dépassent les 7000 mètres d'altitude. Et entre les montagnes, et ma maison, il y avait l'école. Donc, je marchais vers l'école, j'ai 7 8 ans, je voyais ces montagnes, tu vois, qui dépassent les nuages. Et je me disais, j'ai envie de monter sur ces montagnes parce que je pensais que derrière ces montagnes, il va y avoir un monde entier. Ça, c'était Wow. mon imagination. Et je me disais, OK, quand je vais grandir, je monte sur ces sommets pour voir qu'est-ce qu'il y a. En fait, pour voir, parce que dans mon imagination, c'était les océans, l'Europe, les Amériques, tu vois, et je veux voir comme ça un peu la moitié du globe, la Terre. Et tout le temps, j'imaginais cette vision et j'ai grandi. Donc, je deviens un officier et agent de commandant d'unité. En plus, on était à la frontière avec le Tadjikistan, un pays voisin, et une zone assez montagneuse. J'ai Hmm. monté sur ces montagnes, tu vois. Je suis allé sur les sommets pour voir qu'est-ce qu'il y avait derrière ces montagnes, même si je savais que mon imagination était fausse. Et je regardais, il n'y avait que des montagnes encore, tu vois. Il y avait... Mais cette force, tu vois, ce rêve, on va dire, d'enfant, est resté chez moi, en moi, et qui m'a conduit à venir en France. Donc, même si j'étais au Kyrgyzstan, même si je n'avais pas l'objectif de venir de partir à l'étranger, cette force à l'intérieur qui restait, qui disait, OK, je veux devenir, parce que j'avais le rêve, en fait, plus tard, qui était de devenir un sportif de haut niveau, etc. Et je me voyais en train de gagner les compétitions et monter le drapeau du pays et voyager à travers le monde. Ça, c'était, Ok. tu vois, ça, c'était le rêve. Donc, quelque part, je pense que c'est réalisé un peu, parce que la Légion, un peu le monde militaire sportif, on voit Mhm. beaucoup de différentes nationalités et puis des voyages, des missions à droite à gauche. Et non, pas du tout, mais tu vois, cette force, donc du coup, d'enfance, ce rêve qui était en moi et on va dire, qui était satisfait à travers les réalisations des projets. Tu vois? C'est un parcours qui est hyper inspirant, Kanimet, hein. Franchement, bravo et tout mon respect pour tout ce que tu as déjà accompli parce que on n'imagine pas en fait à quel point ça doit être difficile comme parcours en fait. On n'imagine pas les moments où on doute, les moments où on a peur, les moments où on doit se sentir seul parce qu'il y a aussi ça quand tu viens en France. Tu dois te sentir seul à un certain moment. Il y a même des moments où il n'y a même pas besoin d'être légionnaire pour se dire mais qu'est-ce qu'on fout là, tu vois. Genre quand tu marches à 2 heures du matin, que tu as faim, que tu as froid, que tu n'as pas mangé depuis 2 jours, tu te dis mais qu'est-ce que je fais ici? Et toi, tu as fait tout ça en ayant parcouru plus de presque 7 000 kilomètres. Donc bravo pour tout ça, Kadimet. Merci pour tes retours.
on va mettre fin à ce live. Merci d'avoir accepté de participer. Et puis, je te souhaite plein de succès pour ton plan d'action sur les 10 et 20 prochaines années. Merci Julien, merci pour cette initiative, pour cette invitation. C'était un plaisir de partager, d'échanger sur ce sujet. Plaisir partagé, Canimet. Allez, à plus. À plus.